Il y a un calme terrifiant dans l'œil d'un ouragan, alors que le reste du monde tourne violemment, se déchirant, détruisant tout sur son passage. Le centre reste parfaitement immobile. Il ne combat pas le vent. Il ne crie pas à la pluie. Il existe simplement, intact face au chaos qui l'entoure, observant la destruction sans être consumé par elle. Maintenant, regardez votre propre vie. Regardez la semaine dernière, le mois dernier, peut-être la dernière décennie. La plupart des gens ne sont pas l'œil. Ils sont les débris. Ils sont les morceaux brisés, tournant désespérément dans les vents des émotions des autres, réagissant à chaque rafale, chaque changement de pression, chaque tempête soudaine. Ils sont épuisés, malmenés et constamment étourdis par le mouvement de vie qu'ils ne contrôlent pas. Mais il existe un type rare de personnes qui commandent la pièce sans prononcer une seule syllabe. Ils ne crient pas pour être entendus, ils ne supplient pas pour être compris. Ils ne courent pas après l'approbation. Ils se retirent simplement. Et dans ce retrait, quelque chose de troublant se produit. L'énergie change. Les gens qui contrôlaient autrefois la dynamique se démènent soudainement pour reprendre pied. Ce n'est pas de la magie, c'est la mécanique brute du pouvoir. Lorsque vous cessez de réagir immédiatement à tout, lorsque vous choisissez le silence au lieu de la défense automatique, le repli au lieu de l'explosion, vous forcez le monde à se réorganiser autour de votre immobilité. C'est l'art de devenir indisponible. C'est un jeu dangereux si vous ne comprenez pas les règles, mais pour ceux qui le maîtrisent, c'est la clé de la souveraineté absolue. Le monde est habitué à vous contrôler par vos réactions. Votre prévisibilité est la laisse qu'ils utilisent pour vous traîner. Ils savent exactement quel bouton appuyer pour obtenir un sourire, une faveur, des excuses ou une bagarre. Mais le jour où vous choisissez de couper cette laisse, le jour où vous choisissez de devenir un mystère, le jeu change à jamais. Ceux qui pensaient vous connaître réalisent qu'ils ne savent absolument rien. Et cette réalisation les terrifie. Vous avez probablement passé des décennies à croire que votre valeur est liée à votre présence. Depuis votre enfance, vous avez été conditionné à être une bonne personne. Et qu'est-ce qu'être bon signifiait? Cela signifiait être docile. Cela signifiait être là quand on vous appelait. Cela signifiait mettre de côté vos propres besoins pour assurer le confort des autres. On vous a appris que pour être un bon partenaire, un bon employé, un bon parent ou un bon ami, vous devez être celui qui est toujours accessible. Vous devez répondre au téléphone à la première sonnerie. Vous devez avoir une solution pour chaque crise. Vous devez dire oui même lorsque votre âme crie non. Vous vous êtes transformé en distributeur automatique d'émotions. Les gens s'approchent de vous. Ils appuient sur un bouton. Peut-être le bouton de la culpabilité, ou le bouton de la flatterie, ou le bouton de la crise, et vous distribuez de manière fiable exactement ce qu'ils veulent. Vous leur donnez du réconfort, de la validation, de l'attention ou du travail. Vous faites cela parce que vous avez peur. Vous avez peur que si la machine cesse de fonctionner, même un instant, il s'en aille. Vous avez peur que si vous n'êtes pas utile, vous n'êtes pas aimable. Mais considérez les lois fondamentales de l'économie qui régissent non seulement l'argent, mais la valeur humaine. Si l'or était aussi commun que le sable, il serait utilisé pour paver les allées. Il ne vaudrait rien. La valeur découle de la rareté. En étant disponible pour tout le monde à tout moment, vous vous êtes rendu abondant. Vous avez rendu votre temps, votre énergie et votre attention aussi communs que le sable. Et la nature humaine est cruelle à cet égard. Nous ne respectons pas ce que nous n'avons pas à gagner. Nous ne valorisons pas ce qui est toujours là. Lorsque vous êtes le distributeur automatique qui ne tombe jamais en panne, vous faites partie du mobilier. On vous attend, on ne vous apprécie pas. On vous utilise, on ne vous aime pas. Et lorsque vous finissez par manquer de produits, lorsque vous êtes vide et brisé, ils ne réparent pas la machine. Ils lui donnent un coup de pied. Ils se plaignent qu'elle ne fonctionne pas. C'est la tragédie de la disponibilité excessive. Cette disponibilité est souvent un masque. Carl Jung, le psychiatre suisse, parlait de la persona, le visage que nous portons pour rencontrer le monde. Pour beaucoup, ce masque est l'aidant, le réparateur, le pacificateur. Vous le portez parce que vous croyez qu'il vous protège du rejet. Vous pensez que si vous êtes indispensable, vous êtes en sécurité. Mais c'est une prison que vous avez vous-même construite. Plus vous donnez, plus on attend de vous, et moins on vous rend. Vous achetez votre place dans la vie des gens,
avec une monnaie qui s'épuise rapidement. Vous êtes terrifié à l'idée que si vous arrêtez de fournir, vous disparaîtrez. Mais la vérité est que vous avez déjà disparu. Vous avez disparu derrière la fonction que vous servez aux autres. Vous êtes tellement occupé à être le protagoniste du jeu de tous les autres que vous êtes devenu un figurant dans votre propre vie. Vous êtes le personnage de soutien qui n'a pas de réplique, seulement des actions qui servent le héros. Il est temps de réécrire le scénario. Il est temps de mettre un panneau hors service sur la machine. Il est temps d'arrêter de réapprovisionner les étagères. Lorsque vous cesserez d'être fonctionnel pour les gens, vous découvrirez rapidement qui se soucie réellement de vous et qui ne se souciait que de ce que vous fournissiez. Ce sera douloureux. Il sera pénible de réaliser que certaines personnes ne vous appelaient que parce que vous étiez le chemin de la moindre résistance. Mais cette douleur est nécessaire. C'est la douleur d'un os qui se casse pour pouvoir être remis en place correctement. Vous devez comprendre qu'être indisponible n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de préservation de soi. C'est la seule façon de récupérer la valeur que vous avez négligemment distribuée à des personnes qui n'ont pas les moyens de vous payer. Cela nous amène au carburant qui alimente votre vie. Quelque chose que Jung appelait l'énergie psychique. La plupart des gens traitent leur énergie mentale et émotionnelle comme un parc public, ouvert à tous, 24 heures sur 24, sans porte, sans garde. N'importe qui peut entrer, piétiner l'herbe, laisser ses déchets, allumer un feu et repartir sans conséquence. Mais votre esprit ne devrait pas être un parc public. Il devrait être une chambre forte de banque. Votre énergie est limitée. Ce n'est pas une ressource illimitée. Vous vous réveillez chaque matin avec une quantité spécifique de capital psychologique. Chaque pensée, chaque décision, chaque émotion coûte de l'argent. Chaque fois que vous vous engagez dans une dispute inutile sur les médias sociaux, vous écrivez un chèque. Chaque fois que vous vous défendez contre une critique de quelqu'un dont l'opinion ne devrait pas importer, vous retirez des fonds. Chaque fois que vous passez 3 heures à écouter un ami se plaindre du même problème qu'il a depuis 10 ans, un problème qu'il n'a pas l'intention de résoudre, vous investissez dans une entreprise en faillite. Vous versez votre or dans un puits sans fond. Et que se passe-t-il à la fin de la journée? Vous êtes à découvert. Vous êtes physiquement et spirituellement fauché. Lorsque vous vivez de manière réactive, en répondant à chaque ping, chaque question, chaque regard, chaque changement d'humeur dans la pièce, vous hémorragiez ce capital. Vous terminez la journée épuisé, non pas à cause du travail physique que vous avez accompli, mais à cause des réactions que vous n'avez pas pu contrôler. Vous ressentez un vide profond et inexplicable. Ce n'est pas une dépression au sens clinique du terme. C'est un épuisement. Vous avez tout donné au plus offrant, ou pire, au mendiant le plus bruyant. Et voici le danger. Lorsque vous êtes spirituellement et émotionnellement en faillite, vous devenez vulnérable. Une personne sans énergie ne peut pas fixer de limites. Une personne sans énergie ne peut pas poursuivre son propre but. Une personne sans énergie ne peut pas rêver. Lorsque vous êtes épuisé, vous devenez une proie facile pour les opportunistes, les personnes manipulatrices, les narcissiques et les vampires énergétiques peuvent sentir l'épuisement sur vous. Ils savent que vous êtes trop fatigué pour riposter. Ils savent que vous êtes trop fatigué pour dire non. Ils savent que vous êtes trop fatigué pour partir. Ils utiliseront votre fatigue pour vous enchaîner. Ils vous lieront avec votre propre manque de force. Vous devenez une ressource à exploiter, pas une personne à respecter. Jung a dit « Ce à quoi vous résistez persiste ». Lorsque vous combattez ces drains d'énergie en vous engageant avec eux, vous les nourrissez. Vous leur donnez votre attention, qui est la monnaie la plus précieuse que vous possédez. En réagissant, vous maintenez la dynamique en vie. Vous financez votre propre misère. Pour arrêter le drain, vous devez arrêter la réaction. Vous devez fermer la chambre forte. Vous devez mettre des gardes armés à la porte de votre esprit. Vous devez apprendre à repérer les fuites. Les fuites ne sont pas toujours les grandes tragédies ou les disputes. Souvent, ce sont les petites interactions quotidiennes où vous permettez que votre paix soit volée. C'est la remarque passive-agressive d'un parent que vous ruminez pendant des jours, rejouant la conversation sous la douche, pensant à ce que vous auriez dû dire. C'est le besoin de corriger quelqu'un qui a tort. C'est la compulsion de vous expliquer à quelqu'un qui s'est engagé à vous mal comprendre. Ce sont ces fuites qui coulent le navire. Vous pourriez survivre à la tempête, mais vous vous noierez à cause de la lente fuite dans la coque si vous ne la colmatez pas.
Lorsque vous décidez enfin de fermer la chambre forte et de retirer votre disponibilité, vous rencontrerez un phénomène étrange et souvent hostile. Vous verrez des gens se mettre en colère. Ils seront irrités. Ils vous accuseront de changer. Ils vous traiteront de froid, distant, prétentieux ou égoïste. Vous pourriez penser que cela signifie que vous faites quelque chose de mal. Vous pourriez ressentir une pointe de culpabilité, vous demandant si vous êtes en train de devenir une mauvaise personne. En réalité, cette réaction est la preuve que vous faites quelque chose de bien. Cette réaction est née d'un mécanisme psychologique appelé projection. Pour comprendre cela, vous devez réaliser que la plupart des gens n'interagissent pas avec le vrai vous. Ils ne l'ont jamais fait. Ils interagissent avec l'image de vous qu'ils ont créée dans leur esprit. Ils projettent leurs besoins, leurs désirs, leurs insécurités et leurs traumatismes non résolus sur vous, comme un projecteur de cinéma projetant une image sur un écran. Tant que vous vous conformez, tant que vous réagissez de la manière dont ils s'attendent, le film se déroule sans heurts. Vous jouez le rôle de l'auditeur patient, du bouc émissaire, du sauveur ou du méchant. Vous êtes l'acteur de soutien dans leur drame intérieur. Mais lorsque vous vous retirez, lorsque vous devenez silencieux, lorsque vous cessez de jouer le rôle, vous retirez essentiellement l'écran. Vous refusez d'attraper leur projection. Et que se passe-t-il lorsque l'écran est retiré? L'image n'a nulle part où atterrir. La lumière du projecteur brille en retour dans leurs propres yeux, les aveuglant. Lorsque vous cessez de réagir à leurs provocations, ils sont laissés seuls avec leur propre toxicité. Ils lancent la balle de leur colère ou de leur insécurité, et vous ne l'attrapez pas. Elle frappe le mur et rebondit pour les frapper au visage. C'est insupportable pour la plupart des gens. Ils avaient besoin que vous soyez en colère pour pouvoir justifier leur propre rage. Ils avaient besoin que vous soyez sur la défensive pour qu'ils puissent se sentir puissants et justes. Ils avaient le besoin que vous soyez chaotique pour qu'ils puissent se sentir sains d'esprit en comparaison. Votre silence les force à faire face à leur propre bruit intérieur. Il agit comme un miroir, mais pas le genre flatteur. C'est un miroir dur et haute définition qui révèle leur manque de contrôle. Ils ne sont pas en colère que vous soyez parti. Ils sont en colère de ne plus pouvoir vous utiliser pour réguler leurs propres émotions. Ils réalisent que leur contrôle sur vous était une illusion à laquelle vous avez participé. Au moment où vous cessez de participer, l'illusion se brise. C'est pourquoi le traitement silencieux, lorsqu'il est utilisé par une personne de grande valeur et d'intégrité, n'est pas une punition. C'est une correction. Il ne s'agit pas de blesser l'autre personne, il s'agit de vous protéger. C'est une limite qui dit « Je ne serai pas le récipient de vos ténèbres, je ne serai pas le dépotoir de vos émotions non traitées. » Vous leur remettez leur bagage. C'est lourd, et ils vous détesteront pour cela, mais cela leur appartient. Cela nous amène à l'application stratégique de ce pouvoir. Le silence est souvent mal compris dans notre culture bruyante. Nous considérons le silence comme un vide, comme un néant, comme un manque de quelque chose. Mais le vrai silence conscient est une force gravitationnelle. Pensez à un trou noir dans l'espace. Il est silencieux, il est sombre, mais sa gravité est si immense qu'elle déforme la réalité autour de lui. Il attire tout vers lui. Il n'est pas vide. C'est l'objet le plus dense de l'univers. Vous devez apprendre à incarner le trou noir. Vous devez apprendre à tout absorber et à ne rien renvoyer. Dans toute négociation, dans tout conflit, dans toute relation, la personne qui parle le moins détient le plus de pouvoir. Les mots sont des responsabilités potentielles. Plus vous parlez, plus vous offrez de surface d'attaque. Lorsque vous vous expliquez, vous donnez des données à l'autre personne. Vous lui montrez où se trouvent vos insécurités, ce qui vous tient à cœur et comment vous blesser. Vous lui remettez les plans de votre forteresse. Vous lui dites exactement où les murs sont faibles. Mais lorsque vous êtes silencieux, vous êtes un mur blanc. Ils ne savent pas ce que vous pensez. Ils ne savent pas ce que vous prévoyez. Ils ne savent pas si vous êtes en colère, amusé, ennuyé ou indifférent. Ce manque d'information provoque la panique dans l'esprit humain. Nous sommes câblés pour rechercher des schémas. Nous sommes désespérés de certitude. Lorsque nous ne pouvons pas lire une personne, nous devenons mal à l'aise. Nous commençons à combler les lacunes avec nos propres angoisses. Si vous restez silencieux assez longtemps, l'autre personne commencera à négocier contre elle-même. Elle commencera à revenir sur ses pas, à s'expliquer, à révéler son jeu. Elle parlera pour combler le vide, et ce faisant, elle vous donnera le contrôle.
Elle révélera ses mensonges, ses motivations et ses peurs. Tout ce que vous avez à faire est d'attendre. Cela nécessite la maîtrise de la pause. C'est une compétence physique autant que mentale. Lorsque quelque chose vous déclenche, lorsque quelqu'un vous insulte ou vous défie, votre corps crie pour réagir. L'adrénaline monte en flèche. Votre rythme cardiaque s'emballe. Vous voulez défendre votre honneur. Vous voulez rétablir la vérité. Vous voulez gagner? Ne le faites pas. Attendez. Comptez jusqu'à 3. Respirez. Regardez-les. Laissez le silence planer dans l'air comme un lourd rideau. Dans ce silence, vous ne reculez pas. Vous évaluez. Vous engagez votre cerveau supérieur, la partie de vous qui planifie et raisonne, plutôt que le cerveau reptilien qui se contente de combattre ou de fuir. Vous les regardez non pas comme une menace, mais comme un spécimen. Vous observez leur comportement sans en faire partie. Cette simple pause brise le rythme de la manipulation. La plupart des manipulateurs comptent sur un échange rapide. Ils ont besoin que vous réagissiez rapidement pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. En faisant une pause, vous coupez le rythme. Vous signalez que vous n'êtes pas une marionnette qui bouge lorsque les ficelles sont tirées. C'est vous qui tenez les ciseaux. Et vous devez être prêt à être étiqueté. C'est le prix d'entrée à ce niveau de pouvoir. Ils vous traiteront d'arrogant. Ils diront que vous pensez être meilleur que tout le monde. Ils diront que vous êtes devenu dur. Laissez-les faire. Portez ces étiquettes comme une armure. Si être arrogant signifie que vous ne permettez plus aux gens de manquer de respect à votre temps, alors soyez arrogant. Si être froid signifie que vous ne vous enflammez plus pour garder les autres au chaud, alors soyez le zéro absolu. Ce ne sont pas des insultes. Ce sont la preuve que vos limites fonctionnent. Les murs de la forteresse font leur travail. Ils empêchent les envahisseurs d'entrer. Mais comment mettre cela en œuvre concrètement? Vous ne pouvez pas simplement disparaître dans une grotte. Vous devez vivre dans le monde. Vous avez un emploi, une famille, des responsabilités. Vous avez besoin d'un protocole pour une indisponibilité consciente. Considérez votre vie comme un château. Pendant des années, le pont-levis a été baissé et les portes sont restées grandes ouvertes. N'importe qui pouvait entrer à n'importe quel moment. Maintenant, vous levez le pont-levis. Cela ne signifie pas que personne ne peut entrer. Cela signifie que vous décidez qui entre et quand. Cela signifie qu'il existe un processus de vérification. La première étape consiste à maîtriser le mot « non », mais pas seulement le mot lui-même, la façon de le dire. La plupart des gens disent « non » et enchaînent immédiatement avec un « parce que ». Je ne peux pas venir à la fête parce que je dois travailler. Ou je ne peux pas t'aider à déménager parce que j'ai mal au dos. Arrêtez de faire ça. Lorsque vous ajoutez un « parce que », vous ouvrez une négociation. Vous les invitez à résoudre votre problème pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent. Vous dites à l'autre personne que votre « non » est conditionnel et que s'ils peuvent supprimer la condition, il devient un « oui ». Oh, tu dois travailler? Apporte ton ordinateur portable. Oh, tu as mal au dos? Tu peux juste porter les cartons légers? Un non souverain se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de béquilles. Non, je ne ferai pas ça. Non, ça ne me convient pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Le silence qui suit ce point est là où réside votre pouvoir. C'est inconfortable, oui. Vous ressentirez l'envie de le combler avec des excuses. Résistez à cette envie. Cet inconfort est la sensation de votre colonne vertébrale qui se redresse. Vous ne devez à personne une explication sur la façon dont vous utilisez votre propre vie. Votre temps vous appartient. Cela s'étend au monde numérique, la source d'une grande partie de notre anxiété moderne. Vous portez dans votre poche un appareil qui permet au monde d'exiger votre attention 24 heures sur 24. C'est absurde. C'est contre nature. Vous devez pratiquer le stoïcisme numérique. Ce n'est pas parce qu'un message arrive qu'il doit être lu. Ce n'est pas parce qu'il est lu qu'il doit être répondu. Vous devez reprendre le contrôle du calendrier de votre communication. Lorsque vous répondez instantanément à chaque message, vous apprenez aux gens à s'attendre à un accès instantané. Vous leur apprenez que votre temps est moins précieux que leur caprice. Lorsque vous retardez une réponse, non pas par paresse, mais par choix, vous les rééduquez. Vous leur apprenez le respect. Vous leur apprenez que vous n'êtes pas en veille. Vous leur apprenez que l'accès à vous est un privilège, pas un droit. Et pour ceux qui exigent des réponses instantanées,
ceux qui se mettent en colère lorsque vous ne répondez pas à un SMS dans les 5 minutes, ce sont les personnes dont vous devez le plus vous éloigner. Leur urgence n'est pas votre urgence. Ce protocole déclenchera de la culpabilité. Vous avez été conditionné à croire que vous donner la priorité est égoïste. Vous sentirez un nœud dans votre estomac lorsque vous ignorerez cet appel ou refuserez cette invitation. Vous entendrez la voix de vos parents ou de la société vous dire que vous êtes impoli. Vous devez apprendre à vivre avec cette culpabilité et à ne pas agir en conséquence. La culpabilité n'est souvent que de la peur déguisée. Peur de l'abandon, peur du conflit, peur de ne pas être aimé. Mais reconnaissez ceci, les personnes qui vous aiment vraiment respecteront vos limites. Ils seront peut-être déçus, mais ils ne vous puniront pas. Ceux qui vous punissent pour avoir fixé des limites, ceux qui retirent leur affection ou se déchaînent lorsque vous dites non, ce sont ceux qui ont profité du fait que vous n'aviez pas de limites. Ce sont eux qui profitaient de votre manque de respect de vous-même. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin de retrait et de présence sélective, un grand filtrage se produira. C'est la partie qui effraie le plus les gens, mais c'est la partie la plus nécessaire du processus. Votre cercle va se rétrécir. Les relations parasitaires disparaîtront parce qu'elles n'auront plus d'hôtes à parasiter. Les accros au drame trouveront un nouveau dealer parce que vous ne leur fournirez plus leur dose. Les gens qui ne vous aimaient que parce que vous étiez un paillasson partiront lorsque vous vous lèverez. Vous regarderez autour de vous un jour et vous vous rendrez compte qu'il y a moins de gens à vos côtés. Le silence dans votre vie augmentera. Ne confondez pas cela avec une perte. Ce n'est pas une perte, c'est un élagage. Un jardinier coupe les branches mortes et envahissantes pour que l'arbre puisse grandir et porter des fruits. Vous coupez le poids mort. Vous dégagez l'espace pour que quelque chose de réel puisse entrer. Vous faites de la place pour la qualité, qui ne peut exister que lorsque vous cessez de courir après la quantité. Dans le silence qui suit le départ du bruit, vous rencontrerez enfin quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Vous-même, c'est ce que Jung appelait l'individuation. C'est le processus qui consiste à se débarrasser des fausses couches, des masques, du conditionnement et des attentes des autres pour révéler le cœur de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire cela si vous réagissez constamment à la foule. Vous ne pouvez pas faire cela si vous vous noyez dans le bruit des opinions des autres. Vous ne pouvez faire cela que dans la solitude. Et il y a une profonde différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est la douleur d'être seul. C'est un état de manque. C'est le sentiment d'être incomplet parce que personne ne vous renvoie votre propre image. L'isolement, cependant, est la gloire d'être seul. C'est un état d'abondance. C'est la réalisation que vous êtes entier, que vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour vous compléter ou pour valider votre existence. L'isolement est le laboratoire où votre caractère se forge. C'est l'isolement du souverain. Un roi ou une reine siège seul sur le trône, non pas parce qu'il n'est pas aimé, mais parce que le poids de la couronne exige une certaine distance. Vous vous couronnez vous-même monarque de votre propre réalité. Dans cet espace, vous cessez d'être un réacteur et vous devenez un créateur. Vous cessez de demander « Que veut le monde de moi ?» et vous commencez à demander « Que veux-je pour mon monde ?» Vous commencez à générer votre propre énergie plutôt que d'essayer de la voler aux autres ou de la donner pour acheter l'approbation. Les personnes qui restent dans votre vie après cette transition et les nouvelles personnes qui y entrent seront celles qui résonnent avec votre vérité, pas avec votre utilité. Ce seront celles qui respectent votre silence autant que vos paroles. Les liens que vous tisserez seront plus profonds, plus forts et fondés sur le respect mutuel, et non sur la dépendance mutuelle. Vous ne serez plus l'ami que l'on garde parce qu'il est facile et pratique. Vous serez l'ami que l'on recherche, parce qu'il est sage et ancré. Votre silence sera plus apprécié que le bruit des autres. Votre présence sera un cadeau, pas une obligation. Alors, je vous le demande maintenant. Regardez les ficelles qui sont attachées à vos membres. Regardez les personnes qui les tiennent. Êtes-vous prêt à les couper? Êtes-vous prêt à être le méchant de leur histoire pour pouvoir enfin être le héros de la vôtre? Êtes-vous prêt à être incompris par le plus grand nombre pour pouvoir être compris par le petit nombre qui compte? Êtes-vous assez courageux pour endurer le silence jusqu'à ce qu'il devienne une chanson? Ce chemin n'est pas pour les faibles. Il n'est pas pour ceux qui sont accros aux applaudissements de la foule. Il exige une colonne vertébrale d'acier
et un cœur prêt à se briser un peu pour guérir complètement. Il exige le courage de marcher seul dans la forêt sombre de votre propre psyché. Mais la récompense est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue dans cette vie. Votre liberté. La liberté d'être qui vous êtes. Pas qui ils ont besoin que vous soyez. La liberté de vous déplacer dans le monde sans être ébranlé par lui. La liberté de vous regarder dans le miroir et de reconnaître le visage qui vous regarde en retour. Faites le choix aujourd'hui. Retirez votre énergie des choses qui ne vous servent pas. Fermez le pont-levis. Laissez la tempête faire rage à l'extérieur pendant que vous êtes assis au centre, calme, intact et puissant. Laissez-les crier. Laissez-les exiger. Laissez-les projeter. Vous serez l'œil de l'ouragan. Si ce message a allumé une étincelle dans la pièce sombre de votre esprit, alors revendiquez-la. Ne vous contentez pas d'écouter et d'oublier. Ne laissez pas cela être un autre contenu que vous consommez et jetez. Faites-en un pacte avec vous-même. Déclarez votre souveraineté. Écrivez dans les commentaires « Je choisis ma paix ». Que ces mots soient la première limite que vous fixez aujourd'hui. L'ancienne version de vous, celle qui suppliait, celle qui courait après, celle qui était épuisée. Laissez-la se reposer. Elle en a assez fait. Il est temps que le vrai vous se lève. Il est temps que le silence parle.